Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire organisé par votre URPS médecins libéraux qui... Attendez, il y a un souci avec le fond d'écran. Donc, l'URPS médecins libéraux qui est heureuse de vous accueillir dans ses locaux virtuels et pour organiser ce nouveau webinaire. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits aujourd'hui, encore une fois. Sur ce sujet très particulier des tests et des multiples tests qui nous sont proposés maintenant afin de diagnostiquer au mieux et de suivre au mieux nos patients dans cette épidémie de Covid. Exercice nouveau pour chacun d'entre nous dans notre activité, quel que soit l'intervenant, qu'on soit médecin, qu'on soit infectiologue, que l'on soit biologiste. Nous sommes en train d'apprendre et de nous informer tout au long de ce chemin et de cette campagne de lutte contre ce virus qui nous a touchés très profondément, souvent personnellement, chez des proches et aussi beaucoup dans notre activité. Pour intervenir ce soir, nous sommes heureux d'accueillir le docteur Sophie Panager, voilà, qui fait oui de la tête, qui est médecin infectiologue au service des maladies infectieuses et tropicales du CHRU de Lille. Nous accueillons aussi le docteur Gwenaël Locher, qui est médecin hygiéniste au Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins, en résumé le CEPIAS. Le docteur Christophe Acco, qui est biologiste et qui représente l'Union régionale des professionnels de santé biologistes, l'URPS biologiste. Le docteur Philippe Tréhoux, qui est médecin généraliste, qui est aussi élu et qui fait partie du bureau de l'URPS médecins libéraux et qui va nous faire essentiellement les retours du terrain par son expérience. Moi qui suis l'animateur, Bertrand Demery, je suis médecin généraliste à Armentières et aussi élu à l'URPS médecins. Et Madame Caroline Depeau et Madame Adeline Townsend, qui sont l'une notre directrice de l'URPS et l'autre notre responsable du pôle offre de soins. Voilà. Donc, je vais présenter nos intervenants. Je vous rappelle que le webinaire est un outil interactif. Son intérêt, c'est d'abord de vous faire une présentation qui va être la plus vivante possible. Et elle ne sera vivante que si vous utilisez le petit onglet qui est sur le côté de votre présentation et qui vous permet de poser les questions. Alors, c'est une vraie foire aux questions. On va les analyser tout au long de la soirée. Rassurez-vous, toutes vos questions seront posées à nos intervenants au cours de la soirée. Et on les posera au fil de cette présentation. Il y a une première question suite à cette formation. Une attestation de présence vous sera envoyée. Elle pourra vous servir en plus de votre attestation sur l'honneur. On se demande un peu, on a beaucoup de questions sur le fait, avant le webinaire, on a eu plusieurs questions pour savoir si une formation était obligatoire pour réaliser un prélèvement nasopharyngé. Beaucoup de questions pour savoir qui peut former les professionnels de santé. Eh bien, la réponse, elle est faite aujourd'hui. Si vous participez à ce webinaire, vous obtiendrez une attestation qui n'est pas indispensable, mais vous obtiendrez une attestation comme quoi vous avez bien participé à une soirée de formation sur la réalisation des prélèvements nasopharyngés. Je vais demander la diapositive suivante. Et je vais tout de suite donner... Alors, le programme de la soirée, vous avez le déroulé de la soirée, que je n'ai pas, qui est devant vous. Donc, vous avez avantages et les limites, on va le lire ensemble, des tests PCR et des tests antigéniques. Quels tests pour quels patients? Quels locaux et matériels sont-ils nécessaires pour réaliser ces tests? Comment assurer une vraie démarche qualité, une traçabilité des tests? Comment facturer? En monde libéral, c'est quand même quelque chose d'important. Et quelles sont les conditions de réalisation du TRODE?
à la fin, on vous fera une petite synthèse. Donc, je vais tout de suite donner la parole au docteur Sophie Panager, qui va vous parler d'abord des avantages et des limites des tests PCR et des tests antigéniques. On n'entend pas. Ah. Petit problème technique, le docteur Panager est en train de changer de micro. Le docteur Paco tous. Le docteur Tréhou, oui. C'est bien comme tu meubles. Ah, super, ok. Donc, je disais bonsoir à tous. Quelques tout petits rappels très rapidement sur des petites parties qui vont nous intéresser après pour parler des TROD plus spécifiquement. On arrive dans le vif du sujet tout de suite. Donc, la première diapositive, là, un petit rappel sur la notion de contagiosité avec le fait que la contagiosité soit déjà présente entre 2 à 3 jours avant l'apparition des premiers symptômes. Hein, sur ce petit graphe, vous voyez la barre verticale à 0 jour, donc J0, le début des symptômes, et on voit bien que la contagiosité, son pic se situe avant l'apparition des symptômes pour ensuite baisser très rapidement. On parle du sujet ambulatoire sans forme grave et un sujet non immunodéprimé pour quasiment atteindre un risque à 0 après 7 jours, comme vous le voyez sur ce graphique schématique, mais qui représente vraiment la réalité de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, un petit mot très synthétique sur les indications des TROD Covid-19, donc à l'heure actuelle. Donc les TROD, ce sont des tests rapides d'orientation diagnostique pour la définition. Si un patient symptomatique de la Covid-19, bien sûr, avec des symptômes évocateurs, s'il est vu entre J1 et J4, en effet, sur les dernières recommandations, on parle plus de J0, de J1, pour être très précis, peu importe, ça change pas grand-chose, d'où le J1 et J4 là sur cette recommandation. Si le patient donc est vu entre J1 et J4, on peut faire un TROD sur prélèvement nasopharyngé. Et si le test est négatif, on fait faire rapidement une consultation médicale si ça n'avait pas été fait avant, et une RT-PCR chez le sujet, donc symptomatique, on vient de le dire, âgé de plus de 65 ans ou avec d'autres types de comorbidités. On y revient juste après sur quelques diapos suivantes. C'est ce qui est écrit dans les dernières recommandations sur l'avis HAS de la réponse rapide sur la prise en charge du Covid en ville. En pratique, ce qu'il faut bien savoir d'un point de vue infectiologique, c'est qu'évidemment, vous l'aurez compris, le diagnostic n'est pas éliminé avec un TROD négatif. Même chez un sujet sans comorbidité, quel que soit son âge. Le TROD, on le reverra un peu plus tard, a une sensibilité moindre que la RT-PCR. Et donc, du coup, sur le plan vraiment infectiologique, on recommande de faire une RT-PCR avant J7 si on veut asseoir le diagnostic. Voilà. Ensuite, les différentes formes cliniques, rapidement, hein, vous vous souvenez, 85% des patients ont une forme vraiment peu grave, ils sont asymptomatiques, voire paucisymptomatiques. Les autres patients, ce seront des patients qui ont une pneumonie sans signe de gravité ou qui seront graves d'emblée sur une phase virologique initiale assez virulente ou sur une phase secondaire qu'on dit immunologique lorsqu'il y a une phase cytokinique et donc qui s'aggrave secondairement entre à peu près J7 et J12. Ensuite, donc ça c'était pour vous remettre la clinique pour les symptômes évocateurs dont on a parlé à l'instant, des signes infectieux, la fièvre et ou des frissons, des signes classiques d'infection respiratoire, haute ou basse, rien n'est obligatoire, on peut avoir un des éléments sans avoir les autres, de survenue brutale, ça c'est souvent assez constant, et en population générale, on aura préférentiellement une asthénie, des myalgies vraiment marquantes, frappées et inexpliquées, des céphalées éventuellement, une anosmie ou une agueusie peuvent également arriver. Deux des signes effectivement assez spécifiques sont pour le coup l'anosmie et l'agueusie. Chez les plus de 80 ans, on aura notamment un tableau digestif qui sera inaugural ou qui sera le tableau de la Covid pour ce sujet de plus de 80 ans. C'est possible d'être seulement un tableau digestif.
Rapidement, parce que vous connaissez déjà ça aussi, les comorbidités, c'était juste pour vous dire qu'elles viennent d'être mises à jour dans un décret, puis reprises par une reco du HCSP les jours passés. Donc, il n'y a pas grand-chose de changé, si ce n'est cette dernière ligne, comme vous pouvez voir, hein, qui concerne vraiment des pathologies neurologiques centrales, donc maladie du motoneurone, myasthénie, CEP, Parkinson, etc., qui sont maintenant dans les facteurs de risque de développer la maladie de façon grave. Un petit mot pour vous dire rapidement que la définition, il y a beaucoup de choses qui ont changé ces jours-ci. La définition également des contacts à risque a changé dans le sens où on est devenu contact à risque négligeable. Comme vous pouvez le voir en bas de la diapositive, hein, je vous lis pas le haut qui a très peu changé. On vous laissera le regarder à tête reposée. En tout cas, sur le bas de la diapositive, vous voyez contact à risque négligeable pour toute personne ayant un antécédent d'infection par le SARS, confirmé par amplification moléculaire, donc une PCR en pratique la plupart du temps, ou un test antigénique ou une sérologie datant de moins de 2 mois. Cela est basé sur le principe de il est très peu probable probablement de se réinfecter à moins de 2 mois d'une infection avérée. Ouais, je reviens à mon micro. Donc, la question suivante, c'est quel test... Merci, Madame Panager, pour cette revue clinique qui est importante. C'est vrai que l'altération d'état général chez les patients de plus de 80 ans est souvent le seul symptôme, et on l'a vu souvent en EHPAD, c'était souvent la raison pour laquelle on faisait des tests et qui s'avéraient être positifs. Donc, la question suivante, c'est quel test pour quel patient? Et là, je vais donner la parole au docteur Ako, notre biologiste. Voilà. Alors, la genèse d'apparition des différents tests, au départ, on avait la PCR de façon quasi exclusive. La PCR reste le gold standard en matière de dépistage. Elle repose sur la structure du virus et sur la recherche de son ARN, d'une séquence spécifique d'ARN qu'on transforme en ADN pour le mettre en évidence. Bon, le test PCR reste le test le plus spécifique, le plus sensible, délicat à mettre en œuvre, et il a laissé on a vu arriver les tests antigéniques petit à petit. Il y a eu en fait une progression dans cette bascule, progression qui a été un petit peu accélérée parce que ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face, il y a eu une période un petit peu difficile dans les tests en laboratoire, c'est-à-dire que les labos étaient un petit peu submergés à une époque, et effectivement, on ne va pas se le cacher, on a eu une période où la prise de rendez-vous et le rendu de résultats était quelque chose d'un petit peu délicat. Et je pense que c'est ça qui a précipité un peu les choses, de se dire il faudrait trouver une solution plus rapide. Donc, on s'est orienté dans ce cas-là vers les tests antigéniques qui présentent l'avantage d'une rapidité d'exécution plus importante. On ne va pas non plus caricaturer les choses. Il est vrai que si on veut résumer le test, la PCR est plus sensible, moins rapide, et le test antigénique est moins sensible, plus rapide. C'est la réalité, mais je veux dire, il faut analyser ça un petit peu plus. Au niveau de la sensibilité de la PCR, ça ne se discute pas. Par contre, au niveau de la rapidité, il y a eu de gros progrès qui ont été faits. Maintenant, dans la quasi-majorité des cas, le laboratoire rend les résultats dans les délais impartis. Nous avons eu juste avant ce webinaire une réunion avec l'ARS, et le délai de rendu des résultats pour la semaine dernière, il est passé à 0,8 jours. On est en dessous des 24 heures. Ça reste plus long, certes, que le rendu d'un test antigénique, mais néanmoins, il y a une grosse amélioration à ce niveau-là. Donc, toujours est-il que nous nous retrouvons face à deux types de tests, et on va passer à la diapo suivante. Les recommandations ont été un petit peu affectées à ces deux catégories de tests. Le rappel, le test RT-PCR, je ne vais pas relire la diapo qui défile, mais vous voyez à qui il s'adresse. Le type de prélèvement, on est en nasopharyngée,
c'est incontournable. Prélèvement nasopharyngé, on reviendra dessus, qui doit être correctement effectué, parce que sinon, si on ne va pas dans le nasopharynx, si on ne récupère pas des cellules, si on n'écouvillonne pas correctement, mais c'est valable pour quel que soit le test, si on n'écouvillonne pas correctement, on risque d'avoir un faux négatif. Si ça fait pas mal, c'est pas bon. Voilà, il faut que ça brûle un petit peu. C'est ça quand on parle je voudrais revenir là-dessus aussi, quand on parle de faux négatif en PCR, c'est pas un faux négatif de PCR, c'est un faux négatif lié essentiellement au prélèvement. Un faux ou un résultat négatif en test antigénique, lui, il est lié au prélèvement, il peut être lié au prélèvement, mais il est lié également à la baisse de sensibilité. Quand l'HAS a rendu ses premières conclusions fin septembre sur les tests antigéniques, ils ont testé, ils se sont essentiellement appuyés sur une étude effectuée à l'hôpital Henri Mondor, qui a testé une batterie de tests antigéniques. Et on a eu la grande surprise de voir des tests antigéniques qui avaient une sensibilité tout à fait correcte par rapport à la PCR, de l'ordre de 90%, mais le dernier de la classe avait une sensibilité à 17% par rapport à la PCR. Donc, vous voyez, on a un éventail de sensibilité des tests antigéniques par rapport à la PCR qui est tout à fait impressionnant. Néanmoins, il y a des tests antigéniques qui ont une sensibilité qui reste correcte, mais encore une fois, c'est une sensibilité moindre que la PCR. Donc, je ne reprends pas ce qui est noté, je ne vais pas m'étaler sur ce qui est noté sur la diapo. Le message important, c'est que, vous voyez, du fait de cette sensibilité accrue, la PCR peut être indiquée dans une période un petit peu plus longue chez le sujet symptomatique, alors que le test antigénique doit être pratiqué dans une période beaucoup plus courte. On va peut-être passer à la diapo suivante. Voilà. On en reparlera après. Il n'y a pas que les tests effectués à partir de prélèvements nasopharyngés. Le prélèvement nasopharyngé, c'est quand même un geste invasif et qui pose problème parce qu'il n'est pas évident à réaliser et chez le patient tout venant, mais notamment chez les enfants, chez les personnes âgées, chez les patients agités, chez les patients ayant une déviation de la cloison nasale. Donc, on a un petit peu, j'allais dire, assoupli la position en autorisant, et donc ça relève d'un texte, les prélèvements oropharyngés, et on parle aussi maintenant des prélèvements salivaires. On y reviendra tout à l'heure. Dans ces deux cas, on a une baisse encore plus importante de la sensibilité, parce que c'est évident qu'en oropharynx ou en salivaire, et après je demanderai à Madame Panager peut-être d'appuyer ce que je dis, en oropharyngé et en salivaire, on récupère beaucoup moins de virus, la charge virale est moins importante. Donc, si on veut, c'est pour ça que les tests salivaires ou oropharyngés, à l'heure actuelle, ne s'appliquent pas du tout aux tests antigéniques, parce que là, on aurait un double effet délétère de perte de sensibilité par le type de test utilisé et de perte de sensibilité par un prélèvement, une nature de prélèvement qui ramène moins de virus. Donc, ces deux cas de figure, pour l'instant, sont en cours de validation. Il commence à y avoir quelques tests salivaires qui sont validés, mais vraiment, là, pour l'instant, ça reste confidentiel. En dessous, vous avez les tests veineux ou capillaires qui s'adressent à la sérologie, donc je ne pense pas que ça soit le sujet de ce soir. On peut débattre de l'intérêt diagnostique de la sérologie. Alors, s'il y a une question d'un de nos intervenants, c'est justement quel test faire à J7, par exemple, lorsque l'on voit pour la première fois un patient, et donc on sait qu'il est à J7. Madame Panager? Après J7, effectivement, on est un petit peu moins aidé par les outils diagnostiques là qu'on vient de citer. Donc de J7 à J14, surtout si vous le voyez, on va dire proche de J7, entre J7 et J10, il faut tenter de faire la RT-PCR. Si elle est négative, ça nous apporte rien évidemment, mais ça peut nous aider si elle est positive. Après J14,
plus question de faire la RT-PCR qui servira vraiment pas du fait d'un manque de sensibilité après cette date. Après J14, on a la sérologie en mode diagnostic sérologique de rattrapage. Christophe, je vous la parole. Oui, bah écoute, j'abonde totalement dans ce sens. De toute façon, ce sont les indications qui sont clairement définies, notamment la notion de rattrapage, de diagnostic de rattrapage par la sérologie. Est-ce que vous avez une idée de la positivité des PCR après un test antigénique négatif? Alors, oui, mais j'allais dire, pour l'instant, je n'ai que des histoires de chasse, comme on dit. J'ai pas d'études, je sais pas si Sophie en a, j'ai pas d'études, j'allais dire structurées là-dessus. J'ai des semblants d'études ou d'expériences, notamment une de mes collègues a évoqué un de ces, enfin là je suis un petit peu hors sujet peut-être, mais a évoqué un de ses collègues qui lui-même a testé 2 cohortes de 1000 personnes dans le cadre d'un aéroport. Et 1000 personnes en PCR, 1000 personnes en test antigénique, et donc des patients asymptomatiques, hein, bien sûr, puisque c'est des voyageurs. Et sur les 1000 PCR, il y avait 27 positives. Sur les 1000 tests antigéniques, il y en avait 3. Donc un rapport de 1 à 9 sur 2 populations asymptomatiques. Donc, bon, ça situe un petit peu les différences de sensibilité entre les 2 tests. D'accord. Il y avait j'en profite pour lâcher un commentaire qui rejoint un peu ce que venait de dire Sophie. Il n'y a vraiment pas besoin de contrôler une PCR positive, parce que je vois encore passer au labo des contrôles, des demandes de PCR sur des patients qui ont été testés positifs quelques jours avant, une semaine avant. Donc là, enfin, je pense que vous abonderez dans mon sens. Ça ne sert à rien. Je pense que le record de positivité en PCR, je crois qu'il date c'est 83 jours. Quelqu'un qui est resté positif 83 jours, parce qu'on garde du génome. Pas à ce point-là normalement, mais certains le gardent longtemps. Donc, refaire un test PCR sur quelqu'un qui a déjà été diagnostiqué, ça ne sert à rien. Alors, la demande en ville, dans mon expérience, a diminué parce qu'au départ, c'était une demande d'employeur. D'employeur, oui. D'employeur, qui souhaitait que les employés ne reprennent le travail qu'avec une PCR négative. Donc, je pense que le message a dû passer par différentes voies et on a beaucoup moins cette demande actuellement. Mais c'est un problème parce que on se retrouve face à des patients qui ont la pression de leur employeur ou des retours d'école aussi. Et c'est très difficile à gérer parce que si on reste droit dans nos bottes, on essaie de le rester d'ailleurs, mais on met la personne en difficulté. Mais là, il y a un message à marteler. Ouais. J'en vois moins, mais j'en vois quand même encore des demandes de contrôle à J7. Comment interpréter un test PCR faiblement positif? Alors, a priori, un test PCR faiblement positif, c'est qu'il y a une positivité vis-à-vis d'un gène et pas des 2 ou des 3 qui sont testés. Et souvent, c'est plutôt une fin d'infection. Je ne sais pas si Sophie, tu confirmes ce que je dis, mais a priori, selon mon expérience, notamment, c'est une positivité au gène N qui reste et qui est plutôt le signe d'une infection déjà ancienne, enfin, pas imminente. Sophie, confirmé, docteur Panaché? Oui, après, c'est une question de sortie de cycle sur le PCR. Après, le résultat est censé être rendu normalement, même si on sait que ce n'est pas toujours le cas, pour la ville positif ou négatif à l'heure qu'il est. Il n'y a pas de recommandations qui font état de présentation de résultats, comme je sais que ça arrive encore de nos jours, avec un seuil, puisque c'est pas au médecin, en tout cas actuellement, tout peut changer, mais actuellement ce n'est pas au médecin généraliste ou médecin quel qu'il soit de trancher sur un seuil de PCR, ce n'est à mon sens pas son travail, mais c'est bien au biologiste de dire si le résultat est positif ou négatif. Mais effectivement, ça se fait encore dans certains laboratoires. Mais c'est vrai que j'ai vu passer récemment une
une recommandation, mais j'avoue que je ne sais plus trop d'où elle émane, c'est par un syndicat, disant il serait bon de rendre négatif, faiblement positif ou positif. Bon. Par contre, ce qui n'est pas impossible, c'est qu'on soit tenu bientôt de rendre la valeur du CT. Donc, pour les non-initiés, le CT, c'est en fait la rapidité avec laquelle la réaction se fait. Et c'est vrai que, bon, ben, par définition, c'est de la palissade. Plus le temps de réaction est rapide, plus le test est positif. Et ça, il n'est pas impossible qu'on doive le rendre à l'avenir. Est-il normal d'avoir une sérologie négative 3 à 4 semaines après une PCR positive? Ben, ça me paraît curieux. Maintenant, on a quand même, en matière de sérologie, j'allais dire, beaucoup d'écarts. Vous avez des patients qui vont vous rendre un indice de positivité très, très important, et d'autres patients avec une infection Covid documentée qui vont avoir un taux très faible et qui peut se négativer rapidement. Donc, est-ce qu'on est dans ce cas de figure? C'est possible, c'est possible. Voilà, ben donc on en a touché un petit mot précédemment. Le test salivaire, on en parle. Il existe, hein, il existe. Maintenant, j'ai eu cet après-midi une information sur un fournisseur qui venait d'être validé, mais ça n'est pas pris en charge. Pour l'instant, ce n'est pas prévu à la nomenclature. Maintenant, prudence, parce que là, on travaille vraiment sur un support qui n'est pas très riche en virus, donc vraiment prudence. Là aussi, il y a quelque chose que je voudrais dire parce que j'ai vu passer une incongruité dernièrement, disant oui, il faut faire des tests salivaires, c'est moins invasif, ok. Et en plus, ce que l'on pourrait faire, c'est recueillir plusieurs prélèvements sur un même recueil. Ça coûterait moins cher et ça ferait gagner du temps. Et je cafte, hein, mais c'est Madame Hill, qui est épidémiologiste, dans un article de La Voix du Nord qui est paru il y a 2 jours, ou dimanche, disait on pourrait faire 20 tests salivaires en un, et si c'est négatif, ben, ça veut dire qu'on a 20 personnes négatives, on va gagner du temps et de l'argent. Donc là, arrêtons les bêtises, et je reste poli. Si on se met à diluer dans un 20 prélèvements dans un seul, c'est évident que là, on fait du travail de cochon. Si vous avez dans ces 20 prélèvements un qui est positif, qui va être dilué avec les 19 autres, on ne fait pas du bon boulot. Donc, les tests salivaires, ça semble arriver. C'est pas encore, tous ne sont pas validés, loin de là. Ce n'est pas prévu à la nomenclature. Laissons-leur le temps de bien être cadrés. Okay. Et le test oropharyngé, ouais. Le geste a été prévu donc dans les occasions que je vous ai décrites tout à l'heure, à savoir les enfants en bas âge, les personnes âgées, les patients agités. Mais même remarque, remboursés, ils sont parus dans les textes, mais je n'ai rien vu passer à la nomenclature en disant que le prélèvement, un test PCR réalisé sur un prélèvement oropharyngé était remboursé. Donc, il y a une dualité entre 2 textes réglementaires et validés, c'est la même chose. Ils ne sont pas officiellement validés. Donc là, ça relève un peu du fantasme encore. Alors, je regarde les questions. Là, je pense que cette diapo a été déjà largement diffusée. Vous avez bien expliqué la différence entre test PCR et test antigénique. Alors, qu'on peut... Voilà. Simplement, j'allais dire, les contraintes sont différentes encore dans la façon d'aborder le test. Hein. Je rappellerai rapidement, en laboratoire, pour la PCR, on travaille sous hôte, hein, pour éviter les problèmes de contamination. Il faut savoir que les tests antigéniques ne sont pas inactivés.
Donc, le virus circule, il y a une aérosolisation, et donc sur les savonnettes, bon, ben, il n'y a pas de décontaminant ou d'inactivant du virus. Nous, en laboratoire, nous sommes obligés de travailler en P2 sous haute afflux laminaire, avec bien sûr tout le matériel de protection. Plus, on en touchera un petit mot puisqu'on a prévu de parler de tout ce qui était assurance qualité. On a des contraintes totalement différentes entre ce qui se fait en laboratoire et ce qui peut se faire au niveau des TROD. Donc là aussi, il y a une liste de tests. Je pense que ceux dont j'avais parlé tout à l'heure, avec une sensibilité à 17% par rapport à la PCR, n'ont pas dû être retenus. Donc, y a-t-il des marques à retenir plutôt que d'autres? C'est une question qui vous a été posée, ou il faut simplement se fier à la liste qui est proposée sur Covid-19 santé Gouv? Oui. Oui, je pense qu'on peut se référer à cette liste-là, oui. Ok. Alors, donc que faire en fonction des résultats? Alors, je pense qu'on avait prévu que je repassais la main. Ouais. Non, c'était toi, là. C'était moi Résultat aussi. Du test. D'accord. Et Madame Panager. Oui, il me semblait, mais il n'y a pas de problème. Donc, surtout, moi, ce qui me paraît important, c'est le paragraphe. À droite, c'est le paragraphe en bas, hein, toujours. Un test antigénique négatif ne doit pas être interprété comme une absence certaine de contamination. Hein. Voilà. Et dire ça, c'est fondamental. C'est fondamental et c'est quand même la grosse faille du système. Et on n'hésitera pas à rappeler l'importance de l'isolement chez les patients symptomatiques, même avec des tests négatifs. L'isolement et le repérage des personnes contacts. Oui, moi, je voudrais intervenir, si je peux intervenir à ce sujet-là. J'entendais à la radio et à la télévision aujourd'hui, si vous faites un test antigénique et qu'il est négatif juste avant Noël, vous pourrez embrasser papy et mamie. Eh bien non, surtout pas. Il faut être très très prudent par rapport à ça. On commence à entendre beaucoup de bêtises, y compris colportées par des médecins, ce qui est quand même un peu grave. Ok. Donc, que faire en cas de test négatif? Voilà. Donc là, on rappelle ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, il y a des conditions dans lesquelles la PCR est nécessaire en cas de test antigénique négatif. On ne peut pas laisser le patient partir dans la nature avec une fausse assurance. Donc, il faut compléter par un test RT-PCR, et notamment chez les personnes donc symptomatiques ou chez les personnes qui ont au moins un facteur de risque. Maintenant, je pense aussi que le praticien est à même aussi de décider, il n'y a pas d'interdiction à le faire, est à même de décider, en dehors de ces cas-là, s'il va conseiller à son patient de faire une PCR de contrôle. En résumé, tous les tests antigéniques ne se valent pas. Il est essentiel de bien repérer la date du début des symptômes pour faire votre choix. Et on exclut de fait des tests antigéniques les cas où la RT-PCR est obligatoire. Les personnes contacts, parce qu'elles sont par définition asymptomatiques et donc pas d'indication d'un test antigénique. Les personnes symptomatiques lorsque les symptômes datent de plus de 4 jours. Et les personnes asymptomatiques, sauf un dépistage collectif ciblé pour trouver un cluster et selon une recommandation de professionnels de santé. Donc, la diapo suivante, je pense que je vais donner la parole à Philippe, parce qu'elle est basée essentiellement sur une expérience de ville. Non, c'est pas encore moi, là. Bon, ça, je pense pas que c'est à moi de parler de ça, mais c'est assez bien fait, c'est assez clair. Donc, voilà, donc c'est exactement ce qu'on vient de dire. Alors, si vous voulez, vous faites une belle copie de cet écran, donc patient symptomatique, oui, non, etc. Et vous avez l'ensemble des recommandations sur le type de test à faire. Donc, quels locaux et matériels? Là, je vais donner la parole à Madame Gwenaëlle Lucher, qui est notre
hygiéniste référente. Sophie, c'est pareil. Bonsoir. Oui, alors effectivement, il faut un certain nombre de conditions pour réaliser ces tests pour éviter de se contaminer, puisque c'est considéré comme un geste à risque d'aérosolisation, et éviter de transmettre éventuellement le virus aux patients suivants. Il faut avoir des locaux adaptés et surtout avoir un équipement pour se désinfecter les mains, et puis avoir des EPI donc en quantité suffisante, sachant donc qu'il faut un masque FFP2, des surlunettes, enfin des lunettes de protection ou une visière. Moi, j'aime bien la visière parce qu'elle protège le masque aussi et ça évite après de se contaminer les mains. Des gants à usage unique et une surblouse. Alors, normalement, c'est surblouse plus tablier, surtout si on enchaîne les patients, parce que ça permet de changer uniquement le tablier et pas la surblouse. Après, si c'est un seul prélèvement fait au milieu d'une série de consultations sans test, une surblouse et puis après qui sera jetée. Sur le couvre-chef, très honnêtement, il est dans les équipements recommandés. Il n'a pas de plus-value sur la prévention de la transmission croisée ni pour la protection individuelle, à part qu'il vous évite d'avoir les cheveux dans les yeux et surtout, comme on n'est pas allé chez le coiffeur depuis longtemps, ça peut servir. Mais sinon, honnêtement, la Charlotte, Je crois que Philippe n'en a pas besoin. Mais elle est dans les listes des équipements. C'est gentil. Voilà. Je vais passer la diapo suivante. Donc sur l'élimination des déchets, on va y revenir. Voilà, donc là vous voyez quelqu'un effectivement, et donc c'est assez raisonnable puisqu'elle a la surblouse, c'est assez proche de ce qu'on peut réaliser. Les gants, le masque FFP2, les lunettes de protection, la surblouse et donc les gants à usage unique. Et là, en l'occurrence, effectivement, elle n'a pas de Charlotte, mais elle a les cheveux attachés. Donc ça évite d'avoir les cheveux qui gênent le prélèvement. Si on enchaîne plusieurs prélèvements, on peut ne changer que les gants. Et la surblouse, on peut la garder si on a un tablier à usage unique par-dessus, qu'on enlève à chaque fois. Mais sinon, on peut garder masque, FFP2 et surlunettes tant qu'on n'y touche pas. Et on peut enchaîner comme ça les patients jusqu'à ce qu'on change d'activité. Alors, pardon, je crois que je suis allé un peu vite. Entretien des surfaces. Alors, effectivement, pour désinfecter les surfaces, désinfecter les surfaces proches du patient où il peut y avoir eu des gouttelettes qui sont infectantes, qui sont allées se mettre. Il faut un détergent désinfectant. Je sais que la question était passée en combien de temps. Et en fait, ça dépend du produit. Donc, il faut même vérifier que le produit est actif assez rapidement, évidemment, parce que s'il est virucide en 45 minutes, c'est pas très intéressant. Donc, il faut quand même regarder ce qu'on a comme produit. Il faut la norme 14476, mais il faut regarder en combien de temps il est virucide pour être sûr qu'il agit assez rapidement si on prend un autre patient juste derrière. C'est vrai qu'on est devenu des spécialistes de la norme EN 14476. Personne, oui, c'est sûr qu'on on n'en avait jamais entendu parler avant pour certains d'entre nous, et puis voilà, c'est devenu effectivement la norme même sur les produits en supermarché. Maintenant, des fois, on la voit. Sur la gestion des déchets, alors effectivement, comme disait Christophe, donc tout ce qui a été utilisé pour le test et potentiellement, si le patient va s'avérer peut-être, même si le test est négatif d'ailleurs, c'est pas une preuve, mais donc c'est peut-être un patient Covid, surtout s'il est symptomatique. Donc du coup, évidemment, les déchets directement qui ont été dans les couvillons et le matériel d'extraction, etc., contiennent du virus. Et donc, ça est à éliminer en DASRI, puisque c'est ce qui est le plus contaminé et contaminant. Donc, on sait que vous n'avez pas de container DASRI, de gros containers DASRI dans les cabinets, donc il faut absolument mettre ça dans les boîtes jaunes, là, qui ne sont pas faites normalement pour ça, qui sont prévues pour les piquants coupants tranchants. Mais c'est la meilleure chose à faire, c'est de les mettre dedans et bien respecter la limite de remplissage pour éviter quand même qu'il y ait que si vous forcez, ça va faire aussi de l'aérosolisation. Enfin, faut bien respecter les limites de remplissage, bien l'éliminer dans les règles de l'art. Par contre, les EPI utilisés lors du test, sur la base de ce qui a été fait pour d'autres déchets depuis le début de l'épidémie en libéral, c'est sac poubelle fermé dans un deuxième sac et attendre 24 heures pour baisser l'inoculum viral avant de l'éliminer par la filière des ordures ménagères, sachant qu'en 24 heures, il y a une bonne partie de l'inoculum qui ne sera plus virulent, qui sera plus capable d'être infectant. Voilà, j'en ai terminé. Après, je réponds à vos questions sur le chat si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Gwenaël. C'est vrai que
on a fait d'immenses progrès dans la prévention de la transmission des maladies infectieuses au sein de nos cabinets, hein, comme on désinfecte maintenant de plus en plus souvent et souvent entre chaque patient, etc. Et on le voit, les dernières courbes qui montrent l'incidence des gastro-entérites cet hiver montrent une courbe pratiquement plate, et la même chose pour les bronchiolites. Et donc, tous ces gestes barrières, ces gestes de désinfection, etc., que nous avons appris grâce à cette épidémie, ont certainement eu un impact très positif sur l'ensemble des contaminations. Donc, démarche qualité, traçabilité. Donc là, je vais donner la parole au docteur Tréhou. Oui, alors je ne vais pas vous lire toutes les diapos. Bon, il est évident que les médecins se sont engagés sur une qualité de leur pratique par rapport à ces tests antigéniques. Donc il y a un certain nombre de choses à respecter, vous l'avez vu. Vous pouvez me passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Là où ça commence à se compliquer, c'est que, bon, d'abord, on a vu dans un premier temps, il y a des indications bien précises pour faire ce test antigénique. On ne le fait pas sur le coin de son bureau entre deux patients, en gros, c'est ça, hein, sans vouloir caricaturer. Ensuite, la technique qui est quand même, on va dire, relativement simple à mettre en place, sauf qu'après, ça se complique, c'est qu'il faut quand même, après, qu'il y ait un compte-rendu de tout ce qu'on a fait, que le patient soit positif ou négatif. S'il est positif, bien sûr, vous irez dans le contact Covid, mais ça ne sera pas suffisant. Il faudra malheureusement, malheureusement parce que ce n'est pas évident, d'ailleurs je vois les questions, ce n'est pas très simple, il faut essayer de transmettre tout ça à SIDEP. Et SIDEP, ça ne s'ouvre pas facilement. Alors sur mon smartphone, je n'ai jamais réussi, avec la ICPS, etc. Par contre, sur mon ordinateur, j'ai fini par y arriver au bout d'un certain temps. C'est les débuts de ce système. Pour le moment, l'assurance maladie au niveau régional nous a dit que nous serons quand même honorés d'un C2, j'y reviendrai après, pour la réalisation de ces tests, même si nous n'arrivons pas à saisir SIDEP. On va passer à la diapo suivante. Bon, pour l'utilité SIDEP, vous avez un tas de choses. Vous avez une application qui vous explique comment faire. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que j'ai tellement de mal pour nous, c'est compliqué. On m'a laissé présenter la partie la plus difficile du sujet. C'est quand même très important de l'expliquer. Hein. Ouais. Donc, je pense qu'on est dans le cadre d'une formation, donc il faut quand même se munir de sa CPS ou de sa ICPS. Alors, télécharger la ICPS, je peux vous dire que c'est le vrai parcours du combattant, mais théoriquement, il faut le faire. C'est une forme dématérialisée de la carte CPS. C'est l'avenir. Je pense que le prochain renouvellement de carte CPS n'aura pas lieu. Ça va être remplacé par la ICPS. Donc, si vous le faites cette fois-ci, vous aurez du temps gagné pour l'avenir. Donc, ensuite, il faut vous connecter au portail SIDEP. Donc, si vous tapez SIDEP dans votre moteur de recherche, vous allez tomber directement dessus. SIDEP.php.fr, ça vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais vous tapez simplement SIDEP dans votre moteur de recherche et vous allez tomber sur le SIDEP. Vous devez, une fois que vous avez déjà été inscrit, cliquer sur un nouveau patient, enregistrer dans SIDEP ses coordonnées. Et alors, vous devez aussi valider la modalité du test antigénique et aussi ses références, je pense. Oui. Et sur la dernière page, le résultat du test, son type d'hébergement, s'il est professionnel, etc. Donc voilà, à l'issue de cette saisie, vous allez pouvoir remettre au patient une fiche récapitulative du test antigénique. Qui s'imprime automatiquement. Moi, je vous conseille, alors sur le smartphone, moi, je n'ai jamais réussi, si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Mais sur l'ordinateur au cabinet, ça peut marcher plus facilement. J'ai fini par y arriver. Et à la fin également, il y a une petite fiche. Quand vous remettez la petite fiche, comme quoi le patient a bien fait son test, vous signez tout ça, vous notez le numéro de lot. Et il y a des petits conseils pour le patient, qu'il soit positif ou négatif, mais on va y revenir. Donc il y a un tutoriel bien entendu. En cas de problème de saisie dans SIDEP, à la date d'aujourd'hui, il faut quand même communiquer les résultats, notamment les résultats positifs. Vous pouvez le faire avec les services médicaux des CPM directement, vos départements, ou à défaut, vous avez un numéro de téléphone important qui vous permet de préciser que vous avez fait un test antigénique positif.
Et les renseignements pour le patient, c'est toujours un peu les mêmes que ceux avec le contact tracing. Il faut son numéro de sécu, son nom, prénom. On vous demande son numéro de téléphone. On ne vous demande pas son adresse mail cette fois-ci, la date du prélèvement, là où il habite, tous les renseignements habituels. Quand on arrive à le faire, ça va assez vite. Hein. C'est pas très très long. Par contre, il n'y a pas d'interface avec l'application Tous Anti-Covid, ni d'ailleurs l'application Contact Tracing. Il faut tout remplir. C'est peut-être pour ça que vous touchez 46 € pour faire ce test d'ailleurs. C'est évident que c'est pour ça. Alors, la facturation, justement. Belle, Ah oui, belle la diapo précédente était peut-être assez intéressante. C'était pour vous dire qu'il y avait avant celle-ci, voilà. C'est qu'il n'y a pas de lien direct avec l'application Tous Anti-Covid et qu'on peut générer, vous voyez, par l'interface Pro Tous Anti-Covid. Alors, je ne l'ai pas encore fait, ça. Hein. Un code à 6 caractères qui permet donc le patient va pouvoir saisir ce code et se déclarer comme cas positif à la Covid-19. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Pour la bonne raison que je ne sais pas s'il y a dans la salle des gens qui, avec la ICPS, ont réussi à créer sur leur smartphone, aller sur ces interfaces. Oui, c'est très intéressant parce que là. Il y en a qui confirment que ça fonctionne. Mais bon. Ah bah c'est bien. Voilà. Donc, diapo suivante. Pour la facturation, eh bien, c'est une C2. Hein. Le C est toujours à 23 €, hein, donc ça fait 46 €. Si bien entendu le patient est positif, vous avez droit à la majoration de mise de 30 €. Ça comprend bien entendu toute l'explication des mesures à prendre, la recherche des contacts, etc., l'initiation du contact tracing. Tout ça est pris en charge à 100% par l'assurance maladie en utilisant toujours les codes EXO LIF 3 comme pour les téléconsultations, par exemple. Il y a un code d'urgence si le patient n'a pas de médecin traitant ou si c'est un patient qu'on ne connaît pas. Alors, ça montre quand même la totalité. Hein. Si le patient est positif, à une cotation à 76 €. Oui, tout à fait. Que vous dire d'autre bon, il y a un NIR anonyme spécifique si le patient n'a pas de numéro de sécurité sociale, ce qui peut arriver. Diapo suivante. Donc, vous voyez, tous les résultats doivent être normalement positifs comme négatifs saisis dans l'outil SIDEP, parce qu'ils ont besoin de recueillir l'ensemble des résultats des tests, hein, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et donc, c'est la réalisation de cet enregistrement qui conditionne le remboursement du test, avec une certaine tolérance pour le moment de l'assurance maladie régionale. Diapo suivante. Ça, ce n'est pas moi qui vais vous en parler, je ne pense pas. Mais si, peut-être, je ne sais pas. Je voulais dire un petit mot sans être polémique, puisqu'on vient de parler de la facturation. Bon, la facturation, elle tient compte des contraintes des uns et des autres. Voilà, par exemple, dans la saisie SIDEP, etc., etc. On a vu tout à l'heure qu'au niveau des TROD, il y a 4 catégories qui pouvaient les exécuter. Donc, les médecins, les infirmiers, les biologistes quand même, les pharmaciens. Il est quand même curieux de constater qu'on a une facturation à géométrie variable parce que ça va… Attendez, je recherche mon papier pour ne pas vous dire de bêtises. Ça peut aller de 19,21 € à 76 € pour la même pratique, quoi. Donc, voilà, je voulais le signaler. Non, c'est pas pour la même pratique, il n'y a pas le même contenu dans la consultation. Pardon ? Bon, il y en a qui sont rémunérés uniquement pour le prélèvement et d'autres qui sont rémunérés pour l'ensemble de la consultation, de l'accompagnement, etc. Attention, oui, ok. Mais je veux dire, pas que le prélèvement, il y a l'exécution du test hein, aussi, et le rendu des résultats. Oui, non, mais Non, les histoires c'est toujours aussi complexe, les histoires de facturation. Mais c'est vrai que pour quelle raison y a-t-il une telle différence ? Ça, je pense que chaque responsable d'organisme professionnel négocie directement avec l'assurance maladie et chacun avec ses arguments. Donc, et si les arguments sont différents, les cotations sont différentes. ou le poids médiatique, on va dire. Donc,
question de réalisation du TROD. Donc, là, je redonne la parole. C'est toujours Monsieur Tréhou. Quelles sont les modalités d'approvisionnement Ah oui, les modalités d'approvisionnement. Alors, moi, je vais parler de mon cas pratique. C'est pas compliqué. Moi, j'ai un de mes pharmaciens qui m'a dit qu'il en avait. Donc, voilà, il m'en a déposé une centaine. C'est un peu beaucoup, d'ailleurs. Alors, tout à l'heure, on a parlé de certains tests qui seraient mieux que d'autres. On parlait d'Abbott, je crois. C'est bien beau, mais les tests qu'on reçoit, c'est les tests que nous donne le pharmacien du coin. Moi, en l'occurrence, c'est des Chinois et des Coréens, les tests. Je pense qu'ils sont quand même fiables. Petite chose, quand on regarde la boîte, il faut les garder entre 3 et 30 degrés, donc c'est bon. Mais quand vous en ouvrez un et que vous lisez le mode d'emploi, vous voyez parfois des choses un peu bizarres, comme le prélèvement nasal recommandé. Donc, ne tenez pas compte de tout ça. C'est pas oropharyngé, c'est pas nasal. C'est toujours le test tel qu'on vient de vous le présenter qu'il faut faire et pas trop tenir compte de ce qui est marqué sur ces modes d'emploi qui viennent d'ailleurs. Je vais vous dire d'autres. Oui, alors ça, c'est l'URPS pharmacien qui nous a signalé ça. Je ne sais pas si certains médecins qui sont en face de nous ont eu ce cas, mais tu peux peut-être l'expliquer. Oui, alors plusieurs personnes se présentant comme des pharmaciens incitent des médecins ou des infirmiers à référencer des tests antigéniques. Des quantités importantes de tests sont envoyées aux professionnels de santé sans qu'il n'ait rien commandé. Donc, nous vous demandons d'être extrêmement vigilants et d'informer les professionnels de santé de proximité de ces pratiques. Donc, pour rappel, seuls les tests listés sur le site du ministère de la Santé sont homologués. Les pharmacies d'officine sont les seules à être autorisées par le ministère et l'assurance maladie à distribuer des tests aux professionnels de santé libéraux dans les quantités raisonnables. Donc, si vous avez si vous êtes informé de ce type de pratique, merci de le faire remonter vers l'URPS afin que on puisse entreprendre toutes les démarches pour éviter ces pratiques douteuses. Alors, effectivement, on vient de vous expliquer un petit peu la pratique du CIDEP en vous expliquant nos difficultés réciproques à essayer de s'y connecter. Dans la pratique, ceux qui ont franchi les premières étapes et qui ont enregistré une première fois, parce qu'on est, rappelez, aujourd'hui, on est dans une formation sur le test antigénique. Donc, ceux qui ont réussi à passer ces différentes embûches lors de la première inscription, pour les patients suivants, le déroulé est beaucoup plus simple. C'est vrai qu'un test antigénique a rendu service à beaucoup de confrères et de patients sur des examens de fin de semaine, sur des examens à des heures où les laboratoires sont fermés, etc., à certains moments ou quand vous le jugez utile. Donc, voilà, c'est aussi, c'est pour ceux qui en ont la pratique, ça reste quelque chose d'accessible. Donc, qui peut prélever Philippe, Christophe, qui voulait en a un peu parlé tout à l'heure, qui peut prélever les pharmaciens, les infirmiers, les médecins, les chirurgiens dentistes, un masseur kinésithérapeute et de nombreux autres professionnels ont la possibilité de tester. Une concertation est en cours avec les acteurs comme les sages-femmes, les chirurgiens et les masseurs kinésithérapeutes pour élargir les professions habilitées à réaliser des tests antigéniques. Vous avez peut-être entendu, alors c'est une fake sur la possibilité d'un dépistage massif sur la communauté urbaine de Lille. Il s'avère que c'est une fausse information et pourtant elle a été publiée dans notre Voix du Nord locale. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Par contre, il faut savoir que si des dépistages de masse comme ça devaient être organisés, je pense qu'on serait peut-être amenés tous à y participer. Donc, d'où l'intérêt de faire ces formations, participer. Donc, alors, sur les principes du prélèvement, là, je vais laisser la parole au docteur Panager.
Alors, sur le principe de prélèvement, c'était pour bien vous redire la profondeur nécessaire du geste. Donc, on est vraiment sur un objectif de prélèvement nasopharyngé. Donc là, sur ce schéma, vous voyez bien illustré sur la tête de la dame où se situe le nasopharynx. Pour ceux qui n'en auraient jamais fait, pour repère au début, il faut vraiment être parallèle, parallèle au plancher nasal, au palais de la bouche. Et comme cible, parce que c'est pas évident quand on n'en a jamais fait, il faut chercher à atteindre le tragus, là de l'oreille qui est du coup en arrière, là, enfin à gauche de l'écouvillon. Donc voilà, c'est un repère pour savoir où on va en direction. En tout cas, le mot d'ordre, c'est vraiment parallèle au palais. Donc effectivement, par rapport à ce qu'on a tous pu voir et qu'on voit parfois encore quand on rentre dans la narine de la personne, on horizontalise très rapidement les couvillons, vraiment pour être parallèle, j'insiste lourdement, pour aller ensuite à 6-7 cm plus loin au fond du nasopharynx, là où se situe vraiment le virus dans les cellules épithéliales donc du nasopharynx. On peut passer la diapo. Alors, les derniers textes, et notamment la grille d'évaluation pour être apte à réaliser des prélèvements nasopharyngés de la Société française de microbiologie, stipulent les contre-indications suivantes. Maladie ou traitement avec risque important de saignement, chirurgie récente des fosses nasales et malformation complexe des fosses nasales. Sur les deux derniers points, chirurgie et malformation complexe, on est d'accord que c'est du bon sens. On le disait en tant qu'infectiologue avant que ce soit écrit dans ce texte qu'il faut se concerter évidemment l'ORL qui est concerné par la pathologie, ça c'est tout à fait logique. Sur le premier item, je pense que c'est c'est une contre-indication théorique à laisser à la libre appréciation de chacun. Je pense qu'il y a maladie et maladie en termes de risque de saignement. Il y a traitement et traitement également. Donc les choses ne sont pas précisées. Donc c'est vraiment la libre appréciation de chacun. En tout cas, c'est stipulé comme ça, comme contre-indication théorique. On se devait de vous le dire. Donc, en clair, comment est-ce qu'on réalise ces prélèvements nasopharyngés? C'est important d'expliquer au patient le principe du geste, lui dire ce qu'on va faire avant de le prélever. On prépare donc son tube, son écouvillon et on vérifie l'intégrité du kit qu'on est en train d'ouvrir. Ça nous est tous arrivé d'avoir du liquide, par exemple, de l'écouvillon qui avait déjà coulé dans le dispositif, dans le kit. Ce genre, évidemment, d'anomalie rend invalide l'intégrité de l'écouvillon, d'accord? Donc, il faut jeter. Il n'y a pas de mouchage systématique à prévoir. Ça, quand on le dit, c'est parce qu'en fait, ça pourrait favoriser effectivement la dissémination de particules virales dans l'environnement. Je vais vous expliquer juste après, mais il faut évidemment faire baisser le masque. Je vais vous montrer sur la bouche du patient pour atteindre sa narine. Et donc, dans ces cas-là, s'ils se mouchent tous les uns après les autres dans une même pièce de consultation et qu'un grand nombre sont positifs, ça ne peut que favoriser évidemment la charge virale de la pièce. Donc, pas de mouchage systématique. On recherche les contre-indications, on vient de le dire. Quant à la position de la tête du patient, vous avez sûrement entendu tout et son contraire. La définition, en fait, c'est celle qui convient le mieux au patient pour qu'il soit le plus à l'aise possible. Donc, c'est comme quand vous avez déjà tous réalisé des trades angines. Il n'y a pas de règle absolue. Il y en a certains, ce sera assis, d'autres, ce sera allongé, d'autres, ce sera sur le côté. Enfin, je veux dire, c'est selon l'âge du patient, notamment quelqu'un qui aura de l'arthrose cervicale. Enfin, voilà, on ne va pas lui bouger la tête en arrière. Voilà. Donc, vraiment, selon le confort du patient. Ensuite, donc du coup, il faut mettre le masque faire mettre le masque sur la bouche du patient. Donc du coup, il faut le faire baisser comme ça son masque pour qu'il atteigne sous le nez le temps du prélèvement. Le moment du prélèvement est également une éducation aux gestes barrières. Donc bien vérifier que le patient sache se mettre du soluté hydroalcoolique avant et après avoir manipulé son masque. Et puis un des mots d'ordre également, c'est le prélèvement en douceur, puisque le geste n'est pas censé faire mal. Il est désagréable, c'est pas agréable de se faire chatouiller le nasopharynx, mais c'est en aucune sorte un critère de réussite que d'avoir eu mal. Donc je pense qu'on se doit tous en tant que préleveurs d'être précautionneux, d'être doux pour que les patients n'aient pas un souvenir désagréable et atroce et des conseils à tous leurs voisins ou leurs familles de surtout pas aller se faire prélever, parce que c'est ça dont il est question vraiment sur le terrain. Faut-il prélever dans les deux narines?
Non, on n'a pas d'obligation à prélever dans les 2 narines. Une seule suffit, à condition justement, c'est ma transition avec la dernière ligne, qu'on tourne les couvillons 2 à 3 fois une fois qu'on est au fond du nasopharynx et après on retire les couvillons doucement. Diapo suivante. Ah, moi, je sais pas Voilà, faire. donc c'est un autre schéma pour vraiment bien vous montrer. Hein, c'est pour redire le côté très horizontal de la nécessité d'avoir les couvillons. Plancher de la fosse nasale, on avance et on atteint le rhinopharynx qui est vraiment ici. Et alors, vous avez évoqué les contre-indications. Est-ce que le patient sous anticoagulant est une contre-indication? Du coup, c'est ce qui est stipulé dans le texte. Après, voilà, chacun de faire comme il veut. Ouais, moi, je voudrais dire sur le plan pratique, hein, en tant que médecin généraliste, c'est vraiment pas compliqué. Hein, nous ne prenons pas la tête avec le geste lui-même. Hein. Du moment qu'on ne remonte pas, qu'on va bien tout droit, on bute sur le rhinopharynx. C'est pas intuber ni mettre une sous-clavière. Hein. Merci pour cette précision. C'est bon? Je sais pas comment. Non? Alors, en pratique, explique-nous, Philippe, comment se déroule le test. Ben, vous le voyez là, hein, c'est vraiment assez simple. Je précise d'ailleurs que c'est pas des cotons-tiges, hein, c'est vraiment des écouvillons qui sont maintenant très fins. Hein. On peut aussi dédramatiser ça pour le patient. Hein. C'est un peu comme peut-être les trods angine ou les trods grippe. Hein. Après avoir fait le geste, les couvillons, vous le mettez dans un petit flacon dans lequel vous avez déposé une solution. Vous le secouez bien là-dedans, vous en prélevez quelques gouttes et vous attendez 15 minutes pour lire là. Mais vraiment, c'est d'une simplicité, mais enfin, vous verrez. Mais de toute façon, c'est assez expliqué de toute façon dans le mode d'emploi. Mais ça, c'est la partie aussi très, très simple à faire. Hein. Il n'y a pas de complications particulières pour faire ça. Hein. Si je puis me permettre, il faut insister aussi bien au niveau du prélèvement proprement dit, comme le disait Sophie, de bien tourner l'écouvillon, aussi dans la phase d'expression de l'écouvillon dans le milieu, il faut vraiment bien secouer l'écouvillon, bien le frotter sur la paroi. Il y a même des dispositifs où le tube est souple. Ouais. Et ça permet d'appuyer sur l'écouvillon. Hein, c'est vraiment pour exprimer ce qui a été prélevé. Un peu comme on fait dans les tests angine, où vraiment on expulse vraiment tout ce qui est contenu dans le coton. Voilà, c'est la même chose. C'est ça. D'accord. Et ensuite, vous prélevez 2 à 3 gouttes que vous déposez sur la zone réactive. C'est bien ça. Et voilà, ensuite, on a 2 petites barres rouges. C'est positif. Et on peut passer à la suite. OK. Donc, je n'ai pas vu beaucoup de questions sur cette partie technique. Je pense que pour chacun, c'est quand même c'est assez clair, c'est très clair. Alors, donc, en synthèse, pour chaque test effectué, eh bien, il est essentiel je me trompe de sens, donc ça va aller mieux. Pour chaque test effectué, c'est essentiel de vérifier avant la réalisation du test que la personne répond aux critères d'éligibilité, qu'elle est informée des avantages et des limites du test, que, comme pour tout acte, vous vérifiez, vous recueillez à la fois son consentement libre et éclairé, que vous communiquez le résultat du test au patient avec un document apportant des recommandations sanitaires adaptées, et que vous allez retracer le résultat, positif ou négatif, dans le système d'information nationale SIDEP, qui détermine le suivi à la fois épidémiologique et la mise en œuvre du contact tracing. Donc ça, c'est le résumé un peu de tout ce qu'on vous a dit jusqu'à présent. Et donc, il y a des fiches qui sont proposées. Donc, ces fiches, elles vont être imprimées à la suite de l'inscription sur le site SIDEP, Philippe,
c'est ça? Donc, quand on est inscrit sur le site IDEP, on a un autre document, que le test soit positif ou négatif, qui n'est pas celui-là, mais qui reprend à peu près les mêmes choses. Et qui renvoie également à une adresse sur Internet où on peut avoir encore d'autres précisions plus complètes. Mais en fait, ça reprend ça, quoi. J'insiste beaucoup d'ailleurs, parce que moi, je ne sais pas mes collègues ce qu'ils en pensent, mais le test est positif, on doit faire bien entendu m'isoler, porter des masques chirurgicaux. Moi, je revois revenir au cabinet des gens positifs avec des masques en tissu. Donc, c'est bien des masques chirurgicaux à partir du moment où on est positif. Et ils les ont gratuitement à la pharmacie. Oui, vous savez que vous pouvez les prescrire, vous devez prescrire des tests, des masques. Vous avez la possibilité de prescrire des masques pour tous les patients positifs. Et je pense que pour les patients contacts, l'assurance maladie leur envoie une ordonnance pour se faire délivrer des masques aussi, pour les personnes contacts, je pense. Mmh. Donc, il y a une deuxième fiche d'information qui est délivrée aussi par le ministère des Solidarités et de la Santé. Et mon test est négatif, que dois-je faire? Donc, c'est pareil, avec une explication bien précise, avec en rouge en haut, j'ai plus de 65 ans ou je présente au moins un facteur de risque de forme sévère, antécédent cardiovasculaire, diabète, pathologie chronique respiratoire, etc. Je contacte mon médecin traitant pour lui annoncer que mon test antigénique est négatif et il me proposera un test PCR de contrôle, d'accord, qui doit être fait avant J7, dans les meilleurs délais. Et dans toutes les situations, je continue de respecter scrupuleusement les gestes et mesures barrières. Donc, je n'embrasse pas ma mamie. Ouais. Mais les fêtes de Noël, il va falloir qu'on s'y attache à bien rappeler que ça va pas être l'occasion d'embrasser, comme tu le dis, sa mamie. Tout à fait. Alors, quelle stratégie pour les Hauts-de-France? Eh bien, dans les Hauts-de-France, l'ARS s'est associée à la fois aux URPS biologistes, infirmiers, médecins et pharmaciens. Donc, dans le secteur médico-social, les structures qui sont concernées par les tests antigéniques, ce sont les EHPAD, les SIAD, les SPASAD et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap et à risque de forme grave de la Covid, notamment les MAS, les femmes, les ESAT. Dans ces structures, l'ensemble du personnel est attesté régulièrement. Spécifiquement dans les EHPAD, sans épisode Covid, l'ensemble du personnel sera testé chaque semaine. Donc, je pense que c'est une recommandation, mais ça n'est pas une obligation. Je pense que dans le texte, je ne pense pas que ce soit une obligation, mais ça soit une recommandation. Et je ne sais pas si ça va être si facile que ça à appliquer. Et au premier cas positif parmi les professionnels, l'ensemble des professionnels est testé par RT-PCR, ainsi que les résidents contacts à risque. Donc, cette action, elle est totalement pilotée par l'ARS et sa mise en œuvre est en cours. Donc, et ensuite, en dehors de ces campagnes de tests réguliers, un professionnel symptomatique pourra être testé par test antigénique en cas de résultat négatif. Une confirmation par RT-PCR devra être sollicitée. Donc, il en est de même pour des résidents en l'absence d'épisode Covid dans l'établissement. Et en cas d'épisode Covid, le test RT-PCR reste celui qui est recommandé. Donc, pour l'instant, il n'est pas recommandé de tester des résidents par test antigénique dans le cadre de l'organisation d'un dépistage de masse. Donc, ça, c'est l'information que l'Agence régionale de santé nous a demandé de vous transmettre. Et c'est celle qui est à ce jour dans l'État. Donc pour le secteur, oui. Oui, je me permets, c'est une information, mais qui repose sur les textes réglementaires qui sont sortis ces derniers jours, hein, notamment celui du 16 novembre et puis le MinSanté du 17. Hein. Donc c'est vraiment, voilà, ça repose sur des textes, quoi. Par contre, la mise en œuvre, je ne sais pas si elle est totalement opérationnelle à ce jour. Et, voilà.
Donc, pour le secteur sanitaire et établissement de santé, l'utilisation des tests antigéniques vise 2 champs d'application en particulier. Le dépistage des personnels des unités de soins de longue durée, les USLD, par extrapolation du dépistage des personnels médico-sociaux, et le diagnostic des patients aux urgences. Donc l'objectif, c'est que tout résultat positif permettra d'orienter très rapidement le diagnostic et la prise en charge. Si le test est négatif, il peut faire l'objet d'une confirmation en RT-PCR pour une personne à risque. Donc ces tests seront réalisés dans les structures sanitaires concernées par leur et aussi ça sera effectué par leur propre personnel. Donc oui. Alors, dans le secteur sanitaire ambulatoire, le test antigénique est utilisé en priorité pour les personnes présentant des symptômes de 4 jours et moins. Et dans les autres cas, le test de détection du génome viral par RT-PCR ou RT-LAMP doit être privilégié en première intention. Le respect de cette priorisation est indispensable pour un déploiement réussi. À titre subsidiaire, dans le cadre d'un diagnostic individuel réalisé par le médecin, le pharmacien d'officine ou l'infirmier, ces tests peuvent être utilisés pour des personnes asymptomatiques, à l'exclusion des personnes contacts et des personnes identifiées au sein d'un cluster. Donc voilà, en résumé, donc l'utilisation des tests antigéniques dans le cadre d'un diagnostic individuel va suivre cet arbre décisionnel. Donc patient symptomatique, début des symptômes remonte à 4 jours ou moins. Oula. Hop. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ouais. On est ici. Oui, donc moins de 4 jours, ça sera un test antigénique. S'il est négatif, que le patient est symptomatique et a plus de 65 ans, ou plus ou moins représentant au moins un risque de développer une forme grave, on va le réorienter vers le médecin pour un test PCR. Pour les tests antigéniques qui sont positifs, c'est l'isolement, ça vous l'avez bien compris. Pour les patients asymptomatiques, cas contact et cluster, si c'est oui, orientation vers un laboratoire pour RT-PCR. Si c'est non, dans le cadre d'un diagnostic et non d'un dépistage, on va faire un test antigénique. Si jamais ce n'est pas dans ce cadre-là, on va se retourner vers le RT-PCR. Je pense que cette dernière diapo, elle vous expliquera clairement les choses. N'hésitez pas à en faire la photo. Alors, c'est une actualité, une information qui est à ce jour. Donc, stratégie, donc les opérateurs ciblés, donc je ne sais pas si ça vous intéresse beaucoup de savoir que dans les aéroports, il y aura des dépistages supplémentaires à ceux qui n'auraient pas pu bénéficier d'un test PCR. Et la deuxième chose, c'est les populations cibles soumises à une importante circulation virale, entreprises, collectivités, suspicion de cluster, etc. Je pense que ces informations, elles sont très importantes. L'ARS nous a demandé de vous les transmettre. On vous les transmet, mais je ne sais pas si elles vous intéressent directement, à moins que vous soyez concerné par des enfants qui sont en établissement d'enseignement supérieur étudiant et qui seraient directement concernés par ces campagnes de dépistage. Pardon ? Des médecins qui demandent s'ils peuvent faire ce type de campagne. Alors, si vous souhaitez participer à ces campagnes de dépistage, on vous conseille de vous mettre directement en contact avec l'Agence régionale de santé, parce que je pense qu'elle va avoir besoin de petits bras et de grands bras surtout. Donc, et si c'est les vôtres, ce sera des très très grands bras. Donc voilà. On a bien compris dans toute cette campagne là maintenant que nous allons revenir à une épidémie qui va, avant que la vaccination soit réellement efficace et qu'elle couvre 65% de la population. C'est ça, Madame Panager, il faudra que la vaccination
couvre une soixantaine de % de la population pour qu'il n'y ait plus de risque épidémique? Pardon? Ça dépend de l'évolution. Donc mais on est quand même parti pour une épidémie qui risque de s'installer un peu dans la durée. Ouais. Donc, effectivement, c'est un peu pour l'instant pas facile de se retrouver dans le type de test, de suivre parfaitement les recommandations. Celles-ci, elles évolueront peut-être en fonction de l'évolution des connaissances. Pour nous, c'était important de vous rappeler toutes les techniques à mettre en place, la façon dont ça se faisait, et de savoir qu'on pourrait être appelé à participer à peut-être des campagnes de dépistage massif si à un moment il s'avérait que ces dépistages massifs aient un intérêt. Donc, en résumé, donc la RT-PCR reste la règle. Le test antigénique doit demeurer l'exception, notamment pour la permanence des soins, et surtout quand vous n'avez pas la possibilité d'obtenir les résultats d'un test PCR sur une personne à risque dans les 24 heures, dans les situations de fin de journée sur les week-ends. Il faut savoir que la tension est nettement moindre. J'ai la chance d'avoir à proximité de chez moi un laboratoire qui me donne les résultats des prélèvements dans la journée. Donc, et qui assure les prélèvements le jour de la prescription. Donc, je ne sais pas si sur l'ensemble des Hauts-de-France, vous avez ce type d'accès actuellement aux tests PCR. Donc, c'est vrai que je vous ai présenté cette soirée un peu en béotien parce que je n'ai pas pratiqué jusqu'à présent des tests antigéniques grâce justement à la réactivité de notre laboratoire. Donc, voilà, mais je pense que la situation ne doit pas être la même dans l'ensemble des Hauts-de-France. Donc, c'est une recommandation de mise en place ce qui était extrêmement important, c'est que sur les territoires, des organisations professionnelles vont se mettre en place, elles sont en train de se mettre en place à partir soit des CPTS quand elles sont constituées, ou des CPTS en voie de constitution, ou même par des organisations locales qui se sont regroupées depuis le début de l'épidémie à partir de groupes WhatsApp et de choses comme ça, où les professionnels entre eux peuvent s'organiser pour mettre en place des dépistages qui soient le mieux adaptés à la situation locale. Donc, je vous rappelle qu'à l'issue de cette formation, comme vous aurez participé, et je vois toutes les questions qui sont tombées, on peut attester que cette formation, une attestation de formation vous sera délivrée. Donc, on a beaucoup de remerciements, on vous en remercie. Et pardon ? Alors, il y a beaucoup de questions qui viennent d'arriver, donc on va les lire au fur et à mesure. Alors, quelle cotation durant les gardes? Est-ce qu'on peut associer le C2 plus le CRD? Non, pas à la date d'aujourd'hui, mais les différents syndicats sont en train de travailler sur le sujet. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Ensuite, faut-il une salle dédiée pour faire les prélèvements? Je n'ai qu'une salle d'attente et un bureau. Alors, pardon? Alors, Madame Gwenaëlle Lecher, est-ce que vous pouvez nous répondre? Mais il y a plusieurs aspects en fait. Enfin, si c'est sur l'aspect de la confidentialité, après il faut qu'il se soit suffisamment bien installé, que ce soit, enfin voilà, que le patient soit à l'aise, qu'il y ait un point d'eau ou une solution hydroalcoolique. Enfin, il n'y a pas besoin de choses extraordinaires, mais il faut quand même que ce soit correctement installé. La pièce dédiée n'est pas obligatoire. D'accord. Je crois qu'on avait déjà dit. Je voulais juste rajouter, parce qu'il y a François-Marie qui m'a interpellé sur le chat, et il avait complètement raison. J'ai pas mis dans le diaporama qu'il fallait aérer la pièce, effectivement, après le prélèvement, en raison du risque d'aérosolisation, enfin de l'aérosol qui a pu être présent après le prélèvement. Donc effectivement, aérer. Alors combien de temps, c'est toujours une question un petit peu difficile. Ça dépend de la taille de la pièce. Mais bon, aérer quelques minutes, en tout cas, fera certainement pas de mal, et permettra de diminuer l'éventuel inoculum viral qui sera resté, l'aérosol qui sera resté en suspension.
Alors, on a une question. Pourquoi réaliser des tests antigéniques rapides à des patients asymptomatiques, non contact, non cluster, sachant qu'ils sont moins fiables si négatifs que les RT-PCR? La réponse, elle est un peu, voilà, elle est probablement pour un résultat, pour un rendu plus rapide des résultats. Donc, c'est dans le cadre de la stratégie régionale. Ensuite, j'ai une autre. Alors, je n'ai pas de fenêtre, mais j'ai simplement une VMC. Eh bien, t'ouvres ta porte. C'est vrai que ça ne va pas être très facile. Y a-t-il une possibilité de prélever le patient, rester dans sa voiture devant le cabinet? Eh ben oui, ça, tout à fait, tout à fait. Je pense que Philippe, tu l'avais pratiqué au tout début. Oui, mais il faut des autorisations quand même de la mairie, tout ça. On n'a pas le droit de transformer la rue en centre de prélèvement drive. Hein. Non, il faut une autorisation. Non, oui, il faut quand même, oui. Vous pouvez voir monsieur le maire. Bon. Si possible, oui. Alors, quel est le coût justement des prélèvements antigéniques? Est-ce que Christophe a une idée ou tu sais pas? Le coût pour l'assurance maladie? T'as pas mis ton micro, Christophe? T'as pas mis? Ouais. Voilà, ben voilà. C'est-à-dire le coût à l'achat ou le coût de la cotation? Le coût à l'achat des tests antigéniques. Écoute, je pense que c'est entre 8 et 12 euros. Maintenant, attention, je parle commercialement parlant, parce que je ne sais pas s'il y a, dans le cadre de commandes de masse des pouvoirs publics et de la délivrance aux officines, je pense qu'on est en dessous de ce coût-là. Mais comme moi, je ne pratique pas, je ne vais pas te dire de bêtises au niveau du coût réel pour un laboratoire, enfin pour un professionnel de santé qui l'achèterait en direct. Grosso modo, la fourchette est entre 8 et 12 euros. Merci beaucoup. Sachant que la cotation en biologie, puisque c'est quand même à la nomenclature, elle est à 9 euros. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Bertrand, si je peux poser une question. Oui. J'aimerais poser une question, je crois, à Sophie, mais on en a déjà parlé. C'est qu'aujourd'hui, on nous présente l'intérêt des tests antigéniques, qui sont d'ailleurs pas exceptionnels. C'est pas la peine que les médecins, suite à cette formation, en commandent des centaines. Je pense que tout le monde a compris. Mais ces indications, ces recommandations vont être modifiées si le virus circule de moins en moins. Ils vont perdre de leur intérêt. Je pense que Sophie, vous pourriez répondre à ça, je crois. Alors, je ne sais pas si les recommandations n'ont pas l'air de suivre ce que vous venez de dire, parce que là, par exemple, on a une circulation virale moindre qu'on a déjà connue, hein, bien sûr, je ne vous apprends rien, il y a quelques semaines, et finalement, c'est maintenant que les tests antigéniques sortent. Donc, je pense que c'est parce qu'on doit faire avec, on va dire, un petit peu on a parfois un petit peu de retard, hein, il faut dire les choses comme elles sont, le temps que les choses s'organisent, le temps que les différents tests sortent, etc. Donc, il n'y a pas qu'un raisonnement, comme vous avez tout à fait raison de le dire, il n'y a pas qu'un raisonnement en lien avec la prévalence de la pathologie, parce que c'est ça dont vous parlez, de la pathologie infectieuse. Dans ce qui est réflexion de santé publique, il n'y a pas que cet élément pris en compte, il y a du coup forcément tout ce qu'on a vu, l'aspect financier, le TROD est moins cher qu'une PCR, l'aspect organisation générale, l'accès aux soins, la surcharge des laboratoires. Donc du coup, tout ça faisant, avec l'ensemble de ces facteurs, il faut composer. Et du coup, là, visiblement, les TROD en termes de démarche de santé publique sont lancés et on voit qu'ils sont positionnés, alors que finalement, on est moins en difficulté, on l'a déjà dit au cours de cette présentation, sur l'accès à une RT-PCR, en tout cas je parle pour les Hauts-de-France, que nous l'étions il y a plus d'un mois. Donc vous avez tout à fait raison sur le côté théorique, sur le versant pratique, ça en prend pas le chemin. D'accord. J'ai une question sur les cotations. Peut-on voir le matin le patient et coter G et faire son test l'après-midi en groupant les patients du matin et coter C2MIS le même jour pour ce même patient? Alors, en tant que président de la commission, aussi président de la commission paritaire régionale, nécessairement, quand vous aurez coté 2 actes pour le même patient, la caisse vous renverra un courrier pour vous demander de justifier
la facturation d'un double acte le même jour. Ça n'est pas interdit, c'est autorisé par la nomenclature, mais il faut le justifier. Donc, moi, je vous conseille, si vous faites 2 actes comme ça, vous en fassiez un sur une feuille papier et joindre votre justificatif à la feuille papier. Ça vous évitera de ne pas être payé ni de l'un ni de l'autre. Ouais, et ne le faites pas trop souvent. Ne le faites pas trop souvent. Effectivement, si c'est systématiquement comme ça, effectivement, ça va être compliqué. Mais si vous faites 2 actes le même jour, je vous conseille d'en télétransmettre un et de faire une feuille papier pour le second, toujours en ajoutant une explication sur ce 2e acte le même jour. Ouais. Il ne faut pas oublier que dans la cotation C2 de l'après-midi, dans le C2, il y a la consultation encore, à l'examen clinique du patient. Donc, il faut justifier qu'on l'a examiné 2 fois le même jour. Voilà, il faut expliquer qu'on a examiné 2 fois, etc. Philippe a raison. Donc, voilà. Alors, la taille de l'écouvillon est-elle la même que pour un enfant ou un adulte? C'est peut-être Christophe qui peut nous répondre. Est-ce que la taille de l'écouvillon est la même pour un enfant ou un adulte? Écoute, moi, depuis le début de la crise et tout ça, j'ai toujours vu passer qu'un seul type d'écouvillon. Il y a des écouvillons pédiatriques qui existent, mais maintenant, on dispose du même type d'écouvillon pour tous les patients et ils sont vraiment autant. On a démarré il y a quelques mois avec des écouvillons relativement conséquents. Maintenant, on a des écouvillons très très fins qui souples et tout, qui s'adaptent aux enfants. Maintenant, se pose aussi le problème toujours des enfants en bas âge. Voilà, c'est l'éternel problème, parce que là, le geste est vraiment invasif et on essaie d'éviter. Mais pour tous nos patients, on a le même type d'écouvillon bien adapté. Alors, il y avait une question en tout début de webinaire, c'est y a-t-il un intérêt à faire un test antigénique avant d'aller dire bonjour à sa grand-mère pour Noël et Nouvel An? Je pense que c'est peut-être Madame Panager qui va nous répondre. Oui, si vous voulez. Il n'y a aucun test biologique qui n'a cette place et cette utilité. Là, on parle de personnes asymptomatiques, donc chez qui les sensibilités, qu'on soit en TROD ou en RT-PCR, seront plus basses que chez le symptomatique. Et donc, ce n'est pas du tout positionné comme ça. Quand on est asymptomatique, on respecte les gestes barrières à 500% si on veut aller voir une personne vulnérable. C'est la réponse que j'attendais. Merci. J'ai eu peur. On nous demande s'il y aura une prochaine formation sur les différents vaccins. Oui, effectivement. Ça sera comme vous êtes, vous devenez addict, on vous en fera encore. Et moi aussi, j'y deviens. Alors, c'est une bonne chose. Au plus la prévalence est faible, et plus la valeur prédictive négative est bonne. Qui répond à cette question? Monsieur Acco, Christophe? Oui, écoute, je m'excuse, j'ai eu l'œil sur mon autre ordinateur, donc si on pouvait répéter la question. Alors, au plus la prévalence est faible et plus la valeur prédictive négative est bonne. Alors écoute, là, je n'ai pas de réponse. Ouais, on est en train de réfléchir. Madame Panager réfléchit. Oui, là, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à… Je pense que oui. On pense que oui. Plus la prévalence est faible, c'est-à-dire plus la maladie va être rare, plus la valeur prédictive négative sera bonne. Oui, bien sûr. Enfin, c'est un peu les vases communicants, mais… Statistiquement, ça devrait l'être, oui, tout à fait. Alors, il y a une discussion sur le nombre de cycles dans les PCR. Est-ce une discussion pertinente? Si oui, s'oriente-t-on vers une homogénéisation des pratiques des RT-PCR? Alors là, je pense pas, mais il n'y a pas de différence fondamentale. Maintenant, c'est lié au réactif, mais ça reste, quoi qu'il arrive, des réactions de RT-PCR. Donc, on ne va pas réinventer le monde. Je veux dire, il y a des cycles qui doivent se faire. Il n'est pas question d'en diminuer la quantité. Donc, c'est relativement standard. Donc, moi, à ma connaissance, il n'y a pas de perspective de modification ou d'adaptation à ce niveau-là. Madame Locher, vous aviez apporté une réponse à cette question?
Oui, parce que je pense que la question c'est sur la quantité de cycles au-delà de laquelle il ne faudrait pas interpréter la PCR comme positive. Et ça, ça pose vraiment problème parce qu'effectivement, il y a des PCR qui sont rendus positifs. Enfin, je ne sais pas où ça en est actuellement, mais la SFM, elle s'est quand même positionnée, la Société française de microbio, en disant que voilà, il faut quand même qu'il y ait une interprétation par le biologiste, qu'on ne rende pas des PCR positives avec des cycles, avec, je ne sais pas, moi, 45 cycles. Enfin, je sais pas, moi, ça fait longtemps que je ne fais plus de PCR, mais voilà, c'était cette question-là. Effectivement, en fait, la SFM nous a dit 33 cycles pour faire une différence entre un faux positif, enfin, entre guillemets, un faux positif, en tout cas une PCR qui correspond à un reliquat et une PCR qui correspond vraiment à une contagiosité. Mais sauf qu'a priori, ça dépend quand même d'une technique à l'autre. Donc c'est autour de 33, mais a priori, c'est pas tous les automates pareil. Donc ça, je sais pas si Christophe tu peux... Oui, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Tu parles de 33, c'est un peu la valeur standard. Il n'y a pas, enfin à ma connaissance, de toute façon, il y a des critères d'interprétation qui ne tiennent pas compte du réactif utilisé. C'est des critères transversaux du nombre de cycles. Hein, effectivement, on se positionne là-dessus. Et c'est là-dessus aussi que la comparaison des sensibilités de méthode entre les méthodes PCR et les méthodes antigéniques aussi se base. Hein, c'est-à-dire que on regarde, quand on veut comparer les deux méthodes, on fixe les différents niveaux de cycle en PCR pour les comparer aux tests antigéniques. C'est-à-dire qu'on compare la sensibilité avec un nombre de cycles courts. Enfin, je m'excuse, je suis un peu technique hein, là. Et on compare la sensibilité aussi avec un nombre de cycles un peu plus long. Mais je veux dire, d'une méthode à l'autre, c'est à peu près standardisé. Effectivement, c'est le seuil de 33 cycles qui est souvent retenu. Alors, on a une question. Les gants sont-ils obligatoires si on se désinfecte soigneusement avant et après le geste? Madame Lechet a répondu, c'est la recommandation car manipulation d'un prélèvement biologique. Bien sûr, l'hygiène des mains est extrêmement importante après le retrait des gants. Donc, effectivement, il y a une recommandation à l'utilisation de gants. Madame Lechet? Oui, tout à fait. Et puis j'ai une autre question aussi du docteur Garat qui demande s'il y a un risque de contamination si on fait un test entre deux personnes. Alors effectivement, oui, c'est-à-dire il pourrait y avoir, c'est-à-dire c'est à cause d'un aérosol qui persisterait ou d'une contamination des surfaces. Après, l'aérosol est probablement plus à risque que les surfaces, d'où l'idée effectivement de désinfecter, d'aérer, excusez-moi. Et puis, effectivement, quand même bien respecter le fait de se laver les mains, parce que c'est sur les mains qu'on en aura le plus, probablement, si on vient de faire le test, parce qu'on sait ce qui est le plus près. Sur les gants, mais du coup, sur les mains, puisqu'on est tout près du patient. Et puis, du coup, retirer sa surblouse. Enfin, c'est ce sens-là, c'est le sens des mesures, c'est bien ça, de pas se contaminer les mains, de ne pas contaminer l'environnement et d'aérer après avoir fait ce prélèvement pour éviter tout risque de transmission. Risque médico-légal, en théorie, oui aussi. Hein. Enfin, ça, je peux pas... Je pense que le risque est extrêmement faible, mais il existe. Donc, à partir de là, il faut tout faire pour ne pas faut prendre les mesures pour éviter d'avoir ce risque qui sera présent au cabinet. Merci beaucoup. Donc, autre question. Certains gynécos disent qu'au moment de l'accouchement, les selles sont un moyen de transmission du Covid. Alors, et si oui, existe-t-il des tests pour rechercher le virus dans les selles? Donc, il y a deux questions. La première, je la pose à Madame Panager. Certains gynécos disent qu'au moment de l'accouchement, les selles sont un moyen de transmission du Covid. Ah, Madame... allez-y. Madame Lechet. Alors, on retrouve du virus dans les selles, mais alors ça, le risque de transmission à partir des selles, à ma connaissance, n'a quand même pas été prouvé, puisque le virus qu'on retrouve n'a pas prouvé son infectiosité. Après, je dis ça en sous réserve, parce que moi, j'ai pas lu de publication, mais en tout cas, oui, on trouve du virus dans les selles, mais la transmission à partir des selles n'a pas été démontrée à ce jour, me semble-t-il. Mais je ne sais pas si Sophie a des éléments complémentaires. Je la vois qui acquiesce, donc elle a hâte de prendre la parole. Non, pas du tout, c'est tout à fait ça, Gwenaëlle, c'est juste que c'était une question vraiment de ton domaine, donc je ne vais pas répondre à ta place, je suis tout à fait d'accord.
Et dans la continuité de ce qui vient d'être dit, de ce fait-là, la recherche du virus dans les selles n'est pas indiquée et n'est pas pratiquée. Il y a eu des tentatives au CHR, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que mes collègues du labo du CHR avaient testé un petit peu, mais non. Alors, pour le test chez l'enfant, il y a le docteur François-Marie Caron qui est pédiatre et qui répond pas tant que ça pour un pédiatre habitué, le nourrisson ne bronche pas. Donc c'est vrai que c'est un peu ce qui nous avait été recommandé dans certains secteurs, c'est que les prélèvements chez les jeunes enfants soient réalisés par les pédiatres. Il y a des pédiatres qui acceptent de les faire, il y a des pédiatres qui nous disent que c'est pas leur domaine. Donc suivant votre territoire, c'est plus ou moins facile de faire effectuer ces tests par un pédiatre ou non. Mais vous pouvez toujours prendre contact avec votre pédiatre. Et monsieur le docteur François-Marie Caron, qui est pédiatre, nous dit aussi que chez certains nourrissons, on retrouvait du virus dans les selles pendant plusieurs semaines. Donc voilà. Il y a une autre question, c'est à ce jour, y a-t-il beaucoup de médecins généralistes qui réalisent des tests antigéniques? Et si oui, comment s'organisent-ils? Donc j'ai une réponse de Madame Depeau, qui est directrice de l'URPS. Non, pour l'instant, il n'y en a pas assez, il y en a assez peu. Ils s'organisent davantage en extérieur ou dans le cadre d'exercices pluriprofessionnels, leur permettant de dédier éventuellement une salle pour faire ces prélèvements, car respecter l'ensemble de ces conditions d'hygiène tout en ayant des consultations classiques n'est quand même pas très aisé. Donc effectivement, si vous avez un cabinet avec plusieurs bureaux et que vous pouvez en disposer un pour voilà, ça certainement beaucoup plus simple. Sinon, c'est vrai qu'en pluriprofessionnalité, en travaillant éventuellement avec une infirmière qui va faire les prélèvements, je pense que dans un certain nombre de secteurs, ça peut être compatible. Ouais, je rajouterais, j'en ai fait très peu finalement, parce que bon, on a des tests PCR dans des délais assez rapides, et puis à part justement dans le cadre de la permanence des soins le soir ou le week-end, moi les laboratoires répondent présents. Je veux pas prendre ta place, hein, Bertrand, en tant que meneur de jeu, mais une question que j'ai vue passer qui est importante, c'est sur la transmission du résultat aux médecins, et notamment il y a un intervenant qui disait quand c'est l'infirmière qui fait l'analyse, est-ce que je vais avoir le résultat? En principe, il faut que le médecin traitant soit prévenu. Donc ça, c'est, j'allais dire, les analyses qui seront faites en test antigénique dans les officines, dans les cabinets d'infirmières ou autres, il faut qu'elles soient transmises aux médecins traitants. Hein. Ça, c'est incontournable. Oui, alors au début des tests antigéniques, on a vu des pratiques un peu particulières avec des infirmières qui faisaient des tests antigéniques une fois qu'ils étaient faits, demander aux patients d'aller faire une PCR parce qu'il était positif, parce que remplir les dossiers dans SIDEP, parce que informer le médecin traitant, parce que etc. C'était pas son job, quoi. Donc effectivement, je pense que comme toute nouvelle pratique, au départ, il y a quand même des gens qui se cherchent et qui n'ont pas tout de suite les bonnes solutions. Peut-être qu'avec le temps, les choses seront plus claires. On a une question pour Madame Lechet qui est pouvez-vous me dire de nouveau s'il faut changer sa surblouse à chaque patient? Elle n'avait pas entendu la réponse. Désolé. Ouais, j'étais en train de lui répondre par écrit. Alors effectivement, en fait, idéalement, si on enchaîne les patients, il faudrait avoir la surblouse plus le tablier en plastique. Comme ça, on ne change que le tablier en plastique. Et la seule chose qu'on change, c'est le tablier en plastique et les gants, et on garde le masque, les lunettes de protection ou la visière, la Charlotte si on en a une, et sa surblouse, et puis on se lave les mains bien sûr à chaque fois qu'on a retiré ses gants, et comme ça permet finalement de ne pas tout rechanger et de ne pas consommer des surblouses aussi en quantité. Et ça c'est vrai si on en fait un peu entre guillemets, enfin qu'on enchaîne. Après, si on en fait un seul comme ça sur la journée, on peut en avoir avec une surblouse qu'on jette après. Effectivement des messages nous disant que depuis un certain temps, depuis nos dernières interventions, le résultat est
plus régulièrement transmis aux médecins généralistes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et on nous remercie pour notre intervention. Ben, c'est bien. Et donc, c'est vrai que ça s'est nettement amélioré. Il y avait encore certains laboratoires très récalcitrants. Puis, je pense qu'avec le temps et l'intervention de l'URPS biologiste, les choses sont désormais pratiquement rentrées dans l'ordre. Nous recevons de plus en plus les résultats, parfois un peu tardivement, c'est vrai, encore, on a encore des résultats à 2-3 jours, mais certains le signalent qu'ils ont encore des résultats à 2 à 3 jours. Mais c'est vrai que les choses sont en train de s'améliorer. Donc, voilà, et on veille que de façon concordante entre toutes les URPS à faire en sorte que de façon systématique, les médecins soient informés, les médecins traitants soient informés du résultat des examens. Donc, oui. Alors j'ai une question. Bonsoir. En cas de tableau digestif, diarrhée par exemple, est-il préférable de faire une PCR sur les selles qu'une PCR en nasopharyngée? Alors, je pense que Madame Lecher avait répondu. Oui, le test de référence, c'est le test nasopharyngé. Ça reste le prélèvement, le prélèvement de référence, ça reste le prélèvement nasopharyngé. D'accord. Et une question pratique, justement, quand un patient, un jeune patient présente des symptômes digestifs isolés, faut-il lui faire un test PCR, sachant qu'on voit beaucoup moins de gastro-entérite que les années précédentes? Donc, on est un petit peu interpellé, nous, dans notre pratique, parce qu'on voit beaucoup moins d'épisodes rhinopharyngés. Alors, peut-être que les patients ne consultent plus pour un épisode rhinopharyngé. Et donc, pareil pour les gastro-entérites, est-ce que actuellement il faudrait les tester systématiquement ou pas, Madame Panager? Faire des tests antigéniques ou PCR chez des patients qui ont comme seul symptôme des symptômes digestifs. Oui, alors préférentiellement chez les sujets âgés, plus de 80 ans, et chez des sujets moins âgés, mais qui auraient des facteurs expliquant une immunodépression. Ça, on a bien vu que ça, c'était vraiment décrit les formes digestives. Et effectivement, quand on est complètement hors période, d'autres étiologies virales de gastro-entérite, qui à ma connaissance encore ce soir est le cas, en effet, il faut envisager, effectivement, il faut évoquer le diagnostic de la Covid, même sur une forme digestive, effectivement, chez un sujet qui ne serait pas forcément très âgé. En effet, ça peut rester une cause possible. Bon, écoutez, je pense que nous avons fait le tour de l'ensemble des questions que vous posiez. On a 3 nouvelles questions ici au-dessus. Donc, le docteur Caron qui nous dit « J'espère que pour les autres régions, ils ont eu des ERPS aussi efficaces et utiles dans cette crise que le rôle que vous jouez depuis le début. Vos communications sont attendues et lues. Bonne soirée. » Merci, docteur Caron. Hélas, non. Non, écoutez, il y avait un débat sur France Inter ce soir. Je vous avoue que c'est pas pareil dans toutes les régions. Il y avait un médecin qui prenait la parole, on était quand même assez impressionnés, quoi. Alors, Bernadette Crapet, je ne dois pas citer les noms, pardon, je me suis trompé. Alors, en tant que médecin retraité, puis-je participer à des séances de diagnostic? Oui, il faut se rapprocher de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, bien sûr. Voilà. Oui, il faut vous rapprocher de l'ARS. Mais ne le faites pas si vous avez des facteurs de risque, par contre. Oui, c'est ça. Alors, oui, mais on peut se rendre utile sur d'autres domaines et Oui. éventuellement se signaler, ça peut être intéressant. Voilà. Bon, eh bien, je pense qu'on va pouvoir conclure. Donc, vous avez les références que vous pouvez reprendre. Donc, l'ensemble du webinaire, le diaporama ne vous sera pas diffusé parce que les éléments qui sont inscrits sur le diaporama sont valables aujourd'hui à
à 22h19 et on ne sait pas si à 22h30 ou 40, l'actualité n'aura pas été modifiée. Par contre, vous pourrez retrouver le webinaire sur le site, comme tous les webinaires précédents, sur le site de l'URPS et vous pouvez revoir l'ensemble de nos présentations, de l'ensemble des webinaires auxquels vous avez participé depuis le début. Elles sont sur le site de l'URPS. On vous souhaite à tous une excellente soirée. Je remercie encore le docteur Sophie Panager, je remercie encore le docteur Gwenaël Locher, je remercie encore le docteur Christophe Acco, le docteur Philippe Tréhoux de leur participation. On te remercie aussi. À très bientôt. Oui, mais merci de nous avoir sollicités. À très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.